Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité, aujourd'hui sur un dossier qui nous concerne tous, celui de l'éducation. Nous l'avons évoqué dans toutes nos précédentes éditions. Hier, au Palais Royal de Rabat, a été présenté devant le souverain le bilan d'étape et du programme exécutif dans le domaine du soutien à la scolarité et de la mise en œuvre de la réforme de l'éducation et de la formation. Deux axes majeurs à retenir, le social et la formation et l'emploi. Ce nouveau programme prend en compte les recommandations de la vision stratégique de la réforme 2015-2030, une vision pour une école de l'équité, une école de qualité et de la promotion. En priorité, il s'agit de quoi ? Eh bien, de mettre en avant les programmes sociaux pour lutter contre tous les blocages à la scolarisation, la déperdition scolaire, autre point et des plus importants, la réduction des charges financières pour les familles. Ce programme met également en avant un autre volet et non des moindres, comment proposer aux jeunes des formations qui vont leur permettre d'accéder véritablement au marché de l'emploi. Il ne s'agit pas en fait d'une réforme de l'école, mais de tout le système d'éducation sur l'ensemble du territoire national. Avec moi pour en parler, eh bien, le principal interlocuteur, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Saïd Hamzazi. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je ne vous cache pas que depuis que nous avons annoncé à nos auditeurs hier que vous seriez notre invité aujourd'hui, les questions fusent de toutes parts et c'est faut dire à quel point le sujet mobilise. J'ai beaucoup de questions à vous poser, Monsieur le Ministre, et je vais me permettre de vous demander, si vous l'acceptez, de ne pas être trop long dans vos réponses pour que nous ayons le temps de tout aborder. On y va ? Très bien, parfait. D'abord, merci beaucoup pour me permettre d'avoir ce moment de partage avec vos interlocuteurs. J'espère que je pourrai répondre à toutes leurs questions. En tout cas, c'est un exercice extraordinaire et vous avez franchement tout résumé. Donc le tableau est dressé. Allons-y. Alors on y va. Nous nous souvenons tous des discours du souverain le 30 juillet et le 20 août dernier. Sa Majesté avait appelé le gouvernement et tous les acteurs à entreprendre, et au plus vite, une restructuration des programmes de protection sociale et pour réduire le taux de chômage chez les jeunes, une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi. Débutons par le volet social. Dans cette nouvelle réforme, comment vous allez lutter contre la déperdition scolaire ? D'ailleurs, quel est le taux actuellement ? Combien de jeunes quittent l'école et à quel âge ? Alors, tout d'abord, je voudrais commencer par vous dire que l'école marocaine, dans son sens le plus général, plus global, c'est-à-dire l'école primaire, le collège-lycée, l'université, la formation professionnelle, est en train de vivre un véritable tournant de son histoire, un point d'inflexion. C'est des moments historiques que nous sommes en train de vivre, dans la mesure où aujourd'hui, Sa Majesté accorde une importance capitale à ce secteur et elle met l'école parmi ses priorités, veille à l'exécution de tous les programmes que nous sommes en train d'élaborer et surtout à leur aboutissement. Il s'occupe directement et principalement à l'employabilité des jeunes et accorde une place prépondérante dans tout ce qui est appui et protection sociale pour le soutien à la scolarisation et la lutte contre l'abandon scolaire. Alors pour l'abandon scolaire, quelques chiffres pour éclaircir l'opinion publique. Nous sommes au niveau primaire à 1,1%. C'est-à-dire que, alors c'est une moyenne entre le rural et l'urbain. L'urbain et le nombre d'écoles primaires au niveau de l'urbain est beaucoup plus important. C'est pour ça que c'est une moyenne pondérée entre 5,7 au niveau rural et d'autres chiffres au niveau urbain. Ça fait une moyenne de 1,1. C'est un effort considérable qui a été fait pour arriver à ces chiffres-là. Là où le bas blesse, c'est au niveau du collège. On est à 12% et on est à moins de 10% au niveau des lycées. Alors j'explique ces chiffres. Le phénomène collège est très particulier dans la mesure où on connaît une déperdition dans l'intercycle, c'est-à-dire lors de la transition entre le primaire et le collège. Entre le primaire et le collège. Absolument. Et c'est dû à un changement social fondamental d'un certain nombre d'élèves qui passent d'une commune... Donc 11-12 ans, on va dire. Absolument, 11-12 ans.
qui se trouvent des fois dans des configurations urbaines, rurales, et qui vont passer à l'urbain parce que le collège n'est pas à leur proximité. Alors, et puis il y a l'autre niveau, c'est l'après-troisième. Alors, l'après-troisième correspond à l'obligation de la scolarité. Vous savez qu'aujourd'hui, la scolarité est obligatoire de 6 à 15 ans. C'est quelque chose qui est en train de se changer, et donc ça va être de 4 à 16 ans. Sa Majesté a demandé à ce qu'on rajoute une année supplémentaire pour permettre aux jeunes d'avoir au moins un pied au lycée, de bénéficier de son tronc commun, d'avoir plus de maturité pour qu'ils puissent éventuellement s'insérer dans d'autres voies professionnelles. Alors, j'explique le phénomène abandon scolaire. Le phénomène, il est principalement socio-économique, mais c'est pas uniquement ça. C'est également un problème de distance. Quand on est au niveau rural, c'est aussi un problème de distance. Alors, on va y revenir dans un instant, Monsieur le Ministre, si vous le permettez. Là, vous nous avez décrypté les chiffres. Vous parlez justement d'un âge encore plus précoce pour entrer à l'école, puisque jusqu'à maintenant, c'était 6 ans. Là, il est question de généraliser l'enseignement préscolaire. Cette généralisation a débuté dès cette rentrée ? Tout à fait. Alors, on peut avoir des chiffres à ce niveau-là aussi ? Absolument. Il faudrait savoir que nous avons à peu près 1 426 000 Marocains qui sont en âge d'être dans le préscolaire. Seulement 699 000, un peu moins de 700 000 qui sont scolarisés. Ça fait un peu 49,6%, dont 45% de filles et uniquement 35% au niveau rural. Alors, sur cette population scolarisée, il faudrait le savoir, nous avons à peu près 24% dans les structures modernes, 13% dans le public et 63% dans le traditionnel. Alors, le traditionnel, c'est uniquement moins de 10% qui sont gérés par les affaires islamiques. L'autre partie, c'est le katatib. Donc, c'est des établissements privés qui sont développés par les différentes associations. Alors, aujourd'hui, notre ambition, c'est d'aller à la généralisation à échéance 2027-2028. La généralisation, on la démarre à partir de cette rentrée. L'objectif qu'on s'est fixé cette rentrée, c'est la requalification de 4000 classes. C'est-à-dire, on va prendre toutes les écoles privées du Maroc. Là où nous avons la possibilité de créer 2 classes du préscolaire, on le crée, on le fait. Ça commence en septembre jusqu'à septembre prochain. Et donc, l'objectif, c'est 100 000 durant toute cette année-là. 100 000 juste pour cette rentrée 2018-2019. Oui, absolument. Ça démarre là tout de suite. Et l'objectif, c'est 100 000. C'est un effort considérable qu'on ne mène pas nous tout seuls, mais nous sommes accompagnés par un certain nombre de partenaires dans les régions. Les conseils de région font un travail remarquable avec les académies régionales d'éducation et de la formation. L'INDH nous aide énormément. La Fondation Mohamed VI également. Donc, un effort considérable autour de ce préscolaire. Il y a également des établissements publics et des établissements privés qui s'investissent pour développer ces classes au niveau territorial. Alors je vais vous dire, Monsieur le Ministre, dans les faits et dans les textes, ça a l'air absolument formidable, mais vous le savez, pour bon nombre de Marocains, l'école est de plus en plus chère, les familles défavorisées ont de plus en plus de mal à faire face aux charges de la scolarité, en milieu rural en particulier. Vous en parliez, comment elles peuvent se permettre aujourd'hui, c'est la principale préoccupation de tout le monde, hein. Comment Absolument. Elles peuvent se permettre l'achat de livres, tout simplement, quand une famille a 3 ou 4 enfants. Comment vous allez faire? Alors, je le disais tout à l'heure, en guise de préambule, Sa Majesté accorde une place prépondérante à l'appui et à la protection sociale. Nous avons mis en place depuis une dizaine d'années un certain nombre de programmes d'appui social. Le premier, c'est 1 million de cartables. 1 million de cartables qui permet aujourd'hui de doter 4 365 000 élèves, soit de cartables, soit de manuels. Aujourd'hui, au niveau primaire, dans le rural, nous offrons des cartables en première année primaire et en troisième année primaire. Il y a un renouvellement qui se fait en troisième année primaire. Tout le monde reçoit les ouvrages, les manuels scolaires et les fournitures. Donc tous les livres sont gratuits. Absolument. Tous les livres sont gratuits pour le primaire, qu'il soit au niveau rural et au niveau urbain, et au niveau du collège, au niveau rural, pas au niveau urbain. Les seuls qui sont exclus de c'est uniquement l'urbain pour le toutes collège. les familles défavorisées.
Tout à fait. Non, pas défavorisées. Alors attendez, Toutes monsieur le les ministre, familles. excusez-moi. Quand vous parlez des familles en milieu rural, vous parlez bien de livres qui seront mis à leur disposition, des cartables, Absolument. que ce soit pour le primaire et également le collège. Exactement. D'accord. Livres cartables et fournitures scolaires. Alors, il y a une autre difficulté, si vous me le permettez. Il y a effectivement cette charge financière pour les familles, mais ça veut dire qu'il va falloir des transports scolaires, des cantines. Il va falloir aussi, monsieur le ministre, des structures d'hébergement. Ça va demander des moyens énormes. Alors, j'y arrive justement. Alors, allez-y. Alors, j'ai cité le premier projet qui est 1 million de cartables. L'autre soutien qui est fondamental, c'est le programme Taysir. Ce sont des bourses qu'on octroie aux familles pour qu'ils puissent scolariser leurs enfants. Alors, on était à 88 000 en 2008, on est passé à 700 000 élèves en 2017, et aujourd'hui, selon les directives fermes de Sa Majesté, nous allons passer à 2 087 000 élèves bénéficiaires. C'est 1,539 milliard de dirhams de plus lors de cette rentrée. C'est une enveloppe globale de 2,170 milliards de dirhams. C'est énorme. C'est un effort considérable et pour les familles, pour appuyer les familles à scolariser leurs enfants. À côté de cela, justement, il y a les cantines et les internats. Aujourd'hui, il y a 1 443 000 élèves qui bénéficient du service de cantine. Aujourd'hui, nous sommes en train d'améliorer le service de cantine pour améliorer justement le repas, l'accueil, etc. Alors, cette amélioration va consister à injecter 570 millions de dirhams dès cette rentrée. De plus, ça fait une enveloppe globale de 1,475 milliard de dirhams. Un effort aussi considérable pour venir en aide à ces familles au niveau rural. En plus, comme vous l'avez souligné, le transport scolaire. Alors, nous n'avons pas compétence directe sur le transport scolaire, mais les conseils provinciaux, oui. Et donc, aujourd'hui, un effort considérable pour augmenter le nombre de bénéficiaires. Et aujourd'hui, nous proposons également un modèle de ce qu'on appelle les écoles communautaires au niveau rural, qui offre aussi bien la cantine, l'internat et le transport scolaire. Une formule intégrée pour mieux accueillir l'élève au niveau rural et permettre sa scolarisation et sa réussite scolaire. Saïd Hamzazi, juste, je vais faire une petite précision aux auditeurs. Je ne peux pas vous prendre à l'antenne, mais on vous promet, on est en train de me faire passer quelques questions pour Monsieur le Ministre. Malheureusement, exceptionnellement, on ne vous prend pas à l'antenne, mais je vous garantis que nous prenons en considération toutes vos questions parce qu'elles arrivent vraiment de partout. Saïd Hamzazi, est-ce que vous avez la garantie de ressources financières pour mener à bien ces réformes? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous dire quel sera l'investissement global? Parce que le chantier est énorme. Alors, aujourd'hui, comme je vous ai dit... les 2 milliards. Voilà, non, pour... 2 milliards, c'est uniquement le projet Taysir. Aujourd'hui, Sa Majesté donc porte ce projet. Invite le gouvernement à s'investir dans 3 axes fondamentaux. C'est l'emploi, l'éducation et la santé. Le gouvernement est en train de faire des efforts considérables pour améliorer la situation de ces 3 secteurs. Et donc un effort est en train d'être fait et ça va se voir dans le cadre de la loi de finances 2019. Et forcément, on ne peut pas démarrer un chantier aussi important, aussi volontariste et s'arrêter en milieu de chemin. Donc c'est un effort qui doit continuer. Par exemple, pour la généralisation du préscolaire, c'est quelques 3 milliards de dirhams annuels pendant 10 ans. Donc c'est un effort qu'il faudrait soutenir et continuer pour qu'on puisse aboutir à la généralisation d'ici 10 années. Alors bien sûr, rien ne pourra se faire s'il n'y a pas une véritable implication du corps enseignant. Et il me semble, si je ne me trompe, vous me corrigez, que c'est la première fois que le statut des enseignants est valorisé comme ça. Ils vont être non seulement accompagnés, bénéficier de formation et même leur environnement personnel est pris en compte, notamment le logement, l'aide au crédit. Alors, le pilier de tout le système d'éducation de la formation, c'est le corps enseignant. Et donc, ce corps enseignant, il faudrait, le reconnaître ce qu'il fait, le valoriser et l'accompagner sur le plan social, mais également sur le plan professionnel. Aujourd'hui, nous avons lancé pour la première fois dans l'histoire du Maroc des formations
initiale pour recruter, parce qu'il va y avoir un renouvellement du corps enseignant d'ici 10 ans de 80%. Des formations de bac plus 5. Jamais on a fait des formations de bac plus 5. Une licence à bac plus 3, plus 2 années de qualification dans les CRMF, les centres régionaux d'éducation et de formation. Et donc une formation bac plus 5 dans le métier, pour le primaire et pour le collège et le lycée. Donc un effort considérable pour la formation initiale. Des programmes de formation continue, in situ, dans les classes. Aujourd'hui nous sommes en train de travailler sur un grand projet de formation continue régulière, pas une fois dans l'année, mais au moins 3 fois dans l'année, dans la classe, c'est-à-dire un accompagnement sur les ateliers au sein de la classe, pour accompagner, pour apporter l'amélioration des méthodes pédagogiques, des pratiques pédagogiques que pourrait développer l'enseignant avec ses élèves. Sur le plan social, la Fondation Mohamed VI, vous l'avez remarqué hier, est en train de faire des choses extraordinaires. D'abord, la couverture médicale, les crédits pour le logement, les centres d'estivage, les centres de santé. C'est-à-dire leur donner un maximum de facilité. Comment ? C'est leur donner un maximum de facilité. Un maximum de facilité, et je pense que c'est une reconnaissance qui est faite à destination de ce corps enseignant. Et puis franchement, hier, la symbolique de la chose, donc la décoration de 18 enseignants par Sa Majesté, et reconnaître un peu les actions innovantes et que développe chacun dans une ville du Maroc. Nous avons vu un peu les différents exemples, les méthodes pédagogiques en maths, les nouvelles méthodes innovantes pédagogiques en maths à Zag, le développement de la lecture et l'écriture de la langue hassani à Ousserd, l'apprentissage du français à l'Ayoun. Donc c'est des initiatives très louables développées par ce corps enseignant que Sa Majesté a reconnu et valorisé, et donc je pense que c'est un effet mobilisateur important, nécessaire, qu'il va falloir refaire pour que les gens croient dans ce qu'ils font et savent que nous sommes là pour reconnaître ce qu'ils sont en train de faire. Monsieur le ministre, concernant les études supérieures, vous êtes un scientifique. Vous avez été notamment le doyen de la faculté des sciences de l'université Mohamed V et je ne vous apprends rien en vous disant que de nombreux établissements manquent cruellement de matériel, même dans le secondaire d'ailleurs. Et là, les questions viennent d'enseignants qui vous disent que les établissements du secondaire, collège et lycée, ne reçoivent plus de crédit pour renouveler le matériel. Quelquefois, disent-ils, les collèges et lycées nouvellement construits tardent quelques années à recevoir le matériel. Là aussi, vous apportez une réponse. Absolument. Alors, laquelle ? C'est vrai, je voudrais revenir un peu en arrière pour dire que l'université marocaine a connu quelques années de gloire entre 2009 et 2012 avec le plan d'urgence. Parce que ce plan d'urgence a permis d'apporter une aide financière substantielle, conséquente, qui a permis, de réhabiliter les locaux, de construire de nouveaux locaux, mais également d'acquérir un certain nombre de matériel. Il faut dire que cet effort s'est arrêté en 2012, début 2013. Et aujourd'hui, l'université était face à une affluence d'étudiants énorme. On était à 450 000 étudiants en 2012-2013. Nous sommes à 937 000. Donc, s'il n'y a pas eu ce plan d'urgence, je ne sais pas comment on aurait fait pour pouvoir accueillir ces étudiants. Déjà aujourd'hui, pour ne citer que les facultés de droit, toutes les facultés de droit pratiquement ont des capacités d'accueil, des places physiques pour entre 7 000 et 8 000. Ils sont en train d'accueillir 17 000 voire 30 000. Pour vous dire que nous avons subi cette massification. Je ne dis pas que c'est une massification, elle n'est pas bonne. Non, au contraire, l'université marocaine aujourd'hui, elle est attractive, elle permet d'accueillir tout ce monde-là. Il faudrait absolument qu'on puisse apporter les moyens pour pouvoir faire face à cette demande-là. En ce qui concerne le matériel, pour moi, les facultés des sciences ont eu justement de l'aide financière pendant cette période-là, de manière conséquente, et après on est revenu sur des crédits tout à fait normaux. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas renouveler ni le matériel, ni la réparation, ni quoi que ce soit. Donc ils se sont retrouvés sans rien. Absolument, qui ne permettent pas de renouveler tout ce matériel, surtout qu'aujourd'hui les groupes de TP sont très chargés. On a été même obligé
d'enlever des TP de première année et de laisser que les TP en deuxième et troisième année, parce que en première année, on se retrouvait avec des effectifs énormes. Même en TP de physique, on ne pouvait pas faire les TP de physique en première année, dans la mesure où on avait des sections de 60 en TP, c'était impensable. Donc, nous avons pensé à d'autres solutions alternatives, telles que l'Exao, par exemple, de la simulation et de la pédagogie robotisée, mais c'est pas généralisé à l'échelle nationale. Donc, c'est vrai, je reconnais qu'il y a aujourd'hui un manquement à cet effort, à cet accompagnement, et que nous sommes en train de doter aujourd'hui les universités de tous les moyens nécessaires pour pouvoir remédier à ça. Parce qu'un enseignement scientifique sans travaux pratiques n'en est pas un. Et donc forcément, il y a un problème de qualité. Ça veut dire qu'il va y avoir une circulaire très très prochainement ? Il va y avoir une subvention budgétaire pour pouvoir apporter un soutien financier dans le sens de la mise en place de travaux pratiques. Alors pour les lycées, pareil. Après octobre, Inch'Allah, je vais avoir l'occasion de visiter plein de lycées et regarder les laboratoires. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire les lycées? Parce que aller à l'université sans avoir manipulé au préalable n'a pas de sens. Et je sais que pendant le plan d'urgence, il y a eu un grand effort d'acquisition de matériel. Alors, sur le volet de l'orientation, parce que c'est un volet aussi important avant le bac, comment vous allez instaurer un système efficace d'orientation, sachant qu'aujourd'hui, tous les établissements ne bénéficient pas de conseillers d'orientation? Oui, alors... C'est quand même le cœur, c'est-à-dire aider un enfant un jeune avant 2 ans ou 3 ans avant le bac, lui dire « toi tu es passionné par ci, toi tu es passionné par ça, c'est ça que tu devrais faire comme études supérieures ». C'est essentiel pour un enfant. Alors, Sa Majesté a également évoqué cette question de l'orientation dans son discours du 20 août. Et aujourd'hui, l'orientation, elle démarre, elle n'attend pas la 3e année de collège, mais elle va démarrer effectivement juste après la 6e de primaire et donc l'entrée en collège, par la sensibilisation au métier. Parce que après le collège, il va falloir déterminer l'élève à choisir sa voie, ou une voie générale ou une voie professionnelle. Il faut que le choix de la voie professionnelle ne soit pas un choix par défaut ou un choix d'échec. Exactement. Il faut absolument que ça soit une motivation, une détermination dans le cadre d'un projet personnel. Et donc, ça passe par la connaissance des métiers dès la première année du collège. Donc, c'est quelque chose qui va être effectif dès cette année et dès cette rentrée. Secondo, quand on arrive au niveau du lycée, donc nous avons 2 grandes voies, la voie professionnelle, la voie générale. La voie professionnelle va être enrichie et diversifiée par plusieurs bacs pro, et on va essayer de coller cette voie-là qui est de 3 ans avec les 2 années post-bac qui sont dispensées au niveau des établissements de la formation professionnelle, pour qu'il y ait un continuum de 5 années, 3 plus 2, dans une voie donnée. Quelqu'un qui veut faire de l'énergie renouvelable, eh ben on la démarre juste à la première année du lycée. On va pas attendre d'aller en post-bac pour pouvoir faire ça. Et donc il va y avoir un continuum comme ça. Pour la voie générale, nous sommes en train de revoir le baccalauréat. Il y a le bac SVT, le bac PC, etc. Le projet aura tendance à réduire le niveau de bac généraux et on va avoir un tronc commun généraliste et avec des modules, des matières dominantes et des matières d'ouverture pour également aider l'élève à s'orienter soit une voie mathématique, soit une voie économique, soit une voie sciences humaines, soit une voie sciences de la santé. Et donc, c'est quelque chose qui va être encore effectif dès cette rentrée-là. Les circulaires vont partir, Inch'Allah. Alors attendez, excusez-moi. Vous dites dès cette entrée. Absolument. Avant la fin de l'année. Absolument, tout à fait. Monsieur le ministre, le 30 août dernier, le souverain disait ceci dans son discours: « Nous ne devons plus accepter que notre système éducatif fonctionne comme une machine à fabriquer des légions de chômeurs, surtout dans certaines filières universitaires dont les diplômés, tout le monde le sait, peinent énormément à intégrer le marché de l'emploi. » Alors j'aimerais qu'on parle de formation. Comment vous allez faire pour donner la priorité aux spécialités qui permettent aux jeunes de trouver plus facilement un emploi? Et je vais même aller encore plus loin.
Est-ce que vous allez collaborer avec le ministère de l'Emploi? Est-ce que vous allez vous faire un plan de travail, un plan coordonné pour prendre en compte les besoins des entreprises marocaines? Alors, nous sommes déjà en train de travailler avec le ministère de l'Emploi depuis le discours de Sa Majesté qui nous a invités à organiser les assises nationales de l'emploi et de la formation. Donc, il y a eu déjà 3 ou 4 réunions très intenses, importantes. Et après, donc, on va impliquer le patronat, le secteur privé et les autres départements ministériels, à savoir le ministère de l'Industrie et les autres qui sont concernés par la formation et l'emploi. Alors, je voudrais revenir en arrière pour poser la problématique. D'où ça vient? L'université marocaine aujourd'hui a 2 grandes voies. Une voie qu'on appelle établissement accès ouvert et une voie établissement sélectif. Sélectif, tout ce qui est médecine, ingénierie, etc. Donc, on y accède uniquement par voie de concours. D'accord? Les autres établissements, c'est une inscription directe sans aucune sélection, ni aucune orientation, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, cette voie d'accès ouvert constitue 87% de la population estudiantine marocaine. Et aujourd'hui, c'est les facultés des sciences, c'est les facultés des lettres et c'est les facultés de droit. Et ces filières qui met sur le marché chaque année quelques 200 000 lauréats viennent principalement de ces établissements à accès ouvert. Et c'est là où le bas blesse. Et donc, nous avons le 2-3 octobre prochain, à Marrakech, nous allons organiser les journées nationales pédagogiques pour attaquer ce problème de la licence, qu'on appelait avant la licence fondamentale, et qui va complètement changer de visage et de configuration. Nous allons mettre en place une licence qui répond justement à ce besoin d'employabilité, en revoyant un peu le dosage entre les modules disciplinaires et les modules de compétences transversales, les soft skills qu'on appelle communément, les langues, les outils justement d'employabilité, l'entrepreneuriat, etc. C'est un chantier que nous sommes en train de mener avec tous nos partenaires pour qualifier et permettre l'accès de ces étudiants à l'emploi. La diversification des filières est également dans le programme. Il n'est plus question qu'on ait des filières tubulaires, par exemple droit arabe, droit français, économie dans les facs de droit, ou bien physique, chimie, biologie, géologie ou maths info dans les sciences, mais il faudrait absolument qu'on puisse offrir énormément de cursus dès la première année avec bien avant peut-être, monsieur le ministre, parce que c'est un vaste débat qui fait polémique d'ailleurs depuis de nombreuses années, vous le savez très bien. Sur les langues étrangères, nous avons des lacunes énormes. Est-ce que vous êtes d'ailleurs, s'il vous plaît, vous, pour l'apprentissage des langues étrangères dès la primaire, apprendre le français, l'anglais, l'espagnol dès le plus jeune âge, comme le font de nombreux pays maintenant, sachant que c'est l'éveil d'un enfant, tout se joue là aussi. Oui, alors c'est un autre point, justement, c'est un autre facteur qui détermine l'employabilité. C'est la maîtrise des langues. Exact. Et même qui détermine la réussite au niveau de l'université. Aujourd'hui, on a un taux d'abandon au niveau universitaire important à cause de la maîtrise des langues. Et donc aujourd'hui, Sa Majesté l'a également évoqué, la politique linguistique doit changer. Il faut absolument doter les étudiants, les stagiaires au niveau de la formation professionnelle de moyens pour pouvoir maîtriser ces langues. Alors ça passe par la généralisation au niveau de toutes les universités de centres de langue qui vont dispenser 6 mois de langue obligatoire dès la première année de l'université. Alors quand on est bon en français, on fait de l'anglais. Quand on est bon en anglais, on fait le français. Vous faites l'inverse, vous? Non, et quand on est bon, quand on n'est pas bon, ni en français ni en anglais, on fait les deux. Par contre, on a instauré le français dès la première année primaire, et ça c'est important, c'est fondamental, ça a commencé cette année. Nous sommes en train de requalifier, de reformer nos enseignants disciplinaires au français et à l'anglais. L'anglais, nous sommes en train de le descendre au collège. Alors attendez, excusez-moi, monsieur le ministre. À partir de cette année, pour cette rentrée à l'école primaire, la possibilité de langue étrangère, le français et l'anglais. Non, le français dès le primaire, dès la première année du primaire. Très bien. L'anglais dès le collège. Dès le collège. Très Absolument. bien. Et crescendo, on va le descendre au niveau du primaire. Parce qu'aujourd'hui, la tendance, c'est avoir les objectifs de la loi cadre, c'est de maîtriser 2 langues étrangères, le français et l'anglais.
et la possibilité de prendre une troisième langue étrangère au niveau du lycée, soit l'espagnol, soit l'italien, soit l'allemand. Ça, c'est les recommandations de la loi cadre. La loi cadre, aujourd'hui, elle a été validée par le Conseil des ministres, elle est au niveau du Parlement, et on va, j'espère, pouvoir l'adopter très rapidement pour qu'on puisse mettre en exécution toutes les dispositions de cette loi. Mais comment vous allez faire, monsieur le ministre? Là, il va falloir embaucher à tour de bras avec tout ce que vous nous annoncez. Écoutez, aujourd'hui, un chiffre clé qui est très important, le système d'éducation de la formation, à cette rentrée, nous sommes à 9 613 000 élèves, pratiquement 10 millions. C'est extraordinaire. C'est un capital humain extraordinaire, remarquable. 7 millions 900 au niveau primaire, 776 000 au niveau de la formation professionnelle et 937 000, pratiquement 1 million au niveau supérieur, avec quelques 300 000 enseignants dans les trois secteurs. Donc un potentiel humain remarquable. Et donc ça passe par de la requalification, de la formation, de l'accompagnement. Et je suis sûr que avec l'aide de tous, avec la mobilisation de tous, nous arriverons à notre but ultime, qui est de la promotion du capital humain et la revalorisation de ce capital humain pour qu'il puisse impacter sur le développement social et économique de notre pays. Aujourd'hui, j'appelle également les familles. Alors attendez, justement, une dernière question, monsieur le ministre. Beaucoup de Marocains, vous le savez très bien, ont été déçus toutes ces dernières années parce qu'il y a eu de belles promesses. Beaucoup de Marocains ne croient plus en notre système d'éducation. Ce que vous nous annoncez est une feuille de route formidable, mais au point où certains disent « ne vous en vexez pas, mais ça tiendrait du miracle si on y arrivait ». Qu'est-ce que vous auriez envie de leur répondre ? Il suffit d'y croire. Je ne comprends pas pourquoi mais ils essayent d'y croire depuis des années, vous le savez. Oui, la volonté est là. Les équipes sont là. Nous avons l'appui royal. Nous avons le gouvernement qui suit ce projet, qui le prend à bras-le-corps. 3 chantiers fondamentaux, l'éducation, la santé et l'emploi. Et Sa Majesté est derrière nous, nous appuie. Tout le monde est mobilisé pour ça. Je comprends pas pourquoi c'est du miracle. C'est pas du miracle. C'est uniquement il faut y croire. Il faut porter ce projet. Il faut que chacun puisse porter le projet. C'est pas un projet du ministère. C'est un projet de toute la société marocaine. Ça veut dire que tout le monde doit être appliqué, parents, élèves, tout compris. Absolument. Il n'y a pas une famille au Maroc qui n'est pas concernée par ce secteur-là. Nous avons les 35 millions sont concernés. Et donc, j'appelle aux familles. L'éducation commence dans les familles. La sensibilisation. Il faudrait absolument aller dans le cadre de la coéducation. On ne peut pas réussir ce projet tout seul. Il faut absolument qu'on soit aidé par tous. Il faut y croire. Et je suis sûr qu'on y arrivera. Les résultats ne peuvent pas apparaître demain ou après-demain. Il faut 10 ans. Mais nous sommes en train de bâtir la vraie école dans 10 ans. Est-ce qu'il va y avoir une campagne de sensibilisation très prochainement? Forcément. Quand? Avec tous ces chantiers, écoutez, nous sommes en train de démarrer la rentrée. Nous allons avoir dès la semaine prochaine une conférence de presse pour montrer à l'opinion publique tous ces chantiers-là et les expliciter. Et Inch'Allah, juste après, il va y avoir une mobilisation nationale. Il y a également le Conseil supérieur de l'éducation de la formation qui compte... après la vision stratégique et sa traduction en loi cadre, compte aller un peu dans toutes les régions pour mobiliser les gens autour de ce projet national. Projet national, je le disais tout à l'heure en introduction, qui ne concerne pas que l'école, mais une réforme globale à travers tout le territoire. J'aurais bien voulu avoir quand même un chiffre global. Ça dépasse les 10 milliards ? Le chiffre global de toute cette réforme. Cette année, c'est autour de 5 milliards additionnels. Juste pour cette rentrée 2018-2019. Absolument. Très bien. Voilà. Écoutez, je vous remercie d'avoir joué le jeu en répondant à toutes nos questions, monsieur le ministre. Avec plaisir. Très bonne journée. Et puis, toujours disponible pour répondre à vos interlocuteurs. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.